Alors, on a bien commencé à le voir depuis le début d'après-midi. On n'a pas toujours des comportements qui sont rationnels. Hein, pourquoi on est capable de fumer en étant médecin? Pourquoi on est capable de poursuivre un projet alors que tous les voyants nous ont indiqué depuis bien longtemps qu'il fallait l'arrêter? Pourquoi on est capable de démarrer un régime pour finalement manger un cookie 2 heures après? C'est du vécu. Eh bien, tout ça, moi, c'est quelque chose qui me fascine et qui me fascine depuis assez longtemps. J'ai une dizaine d'années, quand ma tante m'a offert un bouquin qui est d'Olivier Sacks, qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Et donc, c'est surtout un livre qui parle de la personnalité humaine, de la capacité qu'on a à s'adapter à son environnement, à se représenter son environnement. Et dans ce livre, évidemment, on parle de différents patients qui perdent des fonctions cognitives, dont la capacité à reconnaître les visages, d'où l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Et pourtant, qui arrivait à vivre à peu près normalement, juste pour sa femme, que c'était un peu compliqué. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, m'a fascinée, m'a poussée à devenir docteur en neurosciences, et c'est quelque chose aujourd'hui que je voudrais partager avec vous sur comment on prend des décisions et comment, que tout simplement, à travers quelques exemples, on va essayer d'explorer comment on construit nos décisions et comment on construit notre représentation du monde. Et donc, on va commencer par un premier exemple. On a tous 2 yeux, vous voyez cette image. Et du coup, je vais vous demander tout simplement, que voyez-vous? Alors, on ne va pas pouvoir demander tous les avis, donc je vais vous proposer de lever la main. Je vais vous dire ce qu'on me dit d'habitude quand je montre cette image. La première réponse qu'on me donne souvent, et vous levez la main, si c'est le cas, c'est un caillou dans un mur. Qui voit un caillou dans un mur? On est d'accord, tout le monde, c'est ce qui paraît être le plus probable, le caillou dans un mur. Alors, il y a des gens, souvent en formation, ils sont un peu plus créatifs, on va dire, et puis ils aiment les animaux, et ils voient un hippopotame ou une souris dans un mur. Qui voit l'hippopotame? Qui est d'humeur animalière? Ah, j'ai 2-3 hippopotames quand même. Vous voyez le petit hippopotame, ses 2 yeux, ses 2 narines, sa petite bouche. On peut imaginer l'hippopotame. Vous vous doutez qu'il y a un loup vu que je pose la question. Donc ceux qui se disent c'est sûrement pas le caillou, ils ont peut-être pas tort, c'est peut-être un hippopotame. Dernière proposition, qui voit un cigare dans un mur? Là, il n'y a plus personne. Personne n'est cubain. Alors, je vais vous aider à le voir. Le cigare est là. Et pourtant, il s'agit bien d'un cigare dans un mur. Et si je vous remonte cette image, cette fois, vous le voyez très bien. Le cigare, il est là. L'image n'a pas changé. Vous n'avez pas changé. Mais par contre, votre perception des choses a changé. L'image n'a pas bougé. Hein, je n'ai pas triché. Je suis bien juste en train de vous montrer l'image. Mais par contre, votre perception du monde a complètement changé. Tout simplement parce que, première chose que je voulais partager avec vous, nous ne voyons pas la réalité comme elle est, nous la voyons comme nous sommes. Et finalement, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque seconde, il va prendre des décisions et il va décider de ce qu'il est en train de percevoir. Et vu qu'il y a beaucoup de stimuli en présence, il va décider de ce qui est la réalité la plus probable. Pas forcément la réalité, on l'a vu, qu'est-ce que la réalité? Mais ce que lui perçoit comme étant la réalité la plus probable. C'est ce qu'on appelle de l'inférence logique, il va miser sur ce qu'il est le plus probable d'avoir en face de lui. Et il est effectivement un peu plus probable d'avoir un caillou dans un mur qu'un cigare dans le mur, sauf si on vit à Cuba. Donc finalement, c'est le choix qu'a fait votre cerveau, mais il peut tout à fait changer d'avis et changer sa décision et percevoir autre chose. Je vous propose d'explorer à nouveau à travers un deuxième exemple. Cette fois, je vais vous demander de vous mouiller un petit peu et de décider, selon vous, dans le bon sens, ça ira mieux, qui est Booba et qui est Kiki? C'est un choix tout bête. Alors, qui pense que Booba est à droite? Qui pense que c'est Kiki à droite? Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, tout le monde donne à peu près la même réponse. En tout cas, 98% des Caucasiens donnent la même réponse pour eux. Booba est à droite et Kiki est à gauche. Et ce qui est intéressant, c'est que si je pose la même question à des Imba qui vivent en Namibie, qui eux n'ont pas de langage écrit, pour eux, les réponses, elles sont totalement aléatoires. Il n'y a pas plus de raisons que Booba soit à droite que Booba soit à gauche. Et nous, pourquoi on prend cette décision? Tout simplement parce qu'on a ce langage écrit et on a ce qu'on appelle un symbolisme forme-son qu'on apprend depuis qu'on est petit. Et donc, ça nous paraît plus cohérent que Booba soit un son plutôt quelque chose de... Ça ressemble plus à un B, quelque chose d'un peu plus rond, et que Kiki soit quelque chose d'un peu plus piquant, d'un peu plus strident, hein, par le son. C'est une représentation qu'on sait créer et que finalement, qui n'a aucune réalité, mais n'empêche qu'on prend tous cette même décision. Notre cerveau nous aide à prendre cette décision. Donc, la deuxième chose que je veux partager avec vous, c'est qu'on va prendre à chaque instant plein de micro-décisions qui vont être basées sur nos croyances, on va y arriver,
nos représentations, qui sont implicites, on n'en a pas forcément conscience, notre expérience et notre culture. Et c'est ça qui va conditionner la façon dont on prend des décisions. Et on l'a vu, on en prend des milliers de décisions. Alors, on trouvera plusieurs... Le chiffre de 35 000 revient beaucoup. Tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur la question. Mais en tout cas, c'est des milliers. 70 000, 35 000, 30 000, on trouve plusieurs chiffres, mais c'est des milliers de décisions qu'on prend par jour. Et on l'a vu également, ah non, ça on ne l'a pas vu, 226,7 décisions par jour sont prises juste à propos de la nourriture. Donc c'est beaucoup plus que l'histoire de mon cookie. Et on l'a vu, 99% de nos décisions sont totalement inconscientes. Et notre cerveau va les prendre pour nous aider à faire face à tous les stimuli auxquels il doit faire face au cours d'une journée. Donc, moi, la question que je me suis rapidement posée, c'est finalement, quelle place pour la rationalité? Finalement, aujourd'hui, tout le monde nous dit, on n'est absolument pas rationnel. On bascule même dans une théorie qui est complètement opposée. L'homme serait complètement irrationnel, guidé par ses instincts, manipulable à souhait, et il serait uniquement une boule d'émotion qui répond à tout ce qui bouge en réagissant de manière un peu rapide. Donc moi, c'est une question que je vous ouvre et que je vous pose. Quelle est la place qu'on peut laisser à la rationalité? Est-ce qu'on peut vraiment reprendre le contrôle de nos décisions? Effectivement, l'évaluation émotionnelle, c'est-à-dire la réaction émotionnelle à un stimuli, elle va se faire en moins de 200 millisecondes et elle va se faire 2 fois plus rapidement que l'évaluation cognitive. C'est-à-dire qu'on va sauter et bondir sur une chaise en voyant l'araignée qu'on a vue tout à l'heure, avant même de se dire qu'elle n'est absolument pas dangereuse, qu'elle va absolument rien nous faire, ou même que pire, c'était absolument pas une araignée, c'était juste une petite poussière qui sortait du cadavre. Mais c'est la première réaction instinctive qui va nous permettre de survivre, et c'est la première réaction que l'on va faire, la première réaction qu'on va avoir de notre environnement. Et donc effectivement, nos émotions, c'est la première clé d'entrée qu'on a sur le monde, et elles vont guider nos décisions et nos actions. Est-ce que pour autant on est complètement irrationnel? Moi, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vraiment, quel est l'objectif de notre cerveau? Il doit prendre 35 000 décisions par jour. Quel est son objectif? Est-ce que son objectif, c'est d'être rationnel? Le cerveau, il n'est absolument pas fait pour produire des comportements rationnels. Vous l'avez compris, il est fait pour s'adapter rapidement à la réalité. Ce qu'il veut, c'est survivre. Parce qu'après tout, vaut mieux fuir en voyant un chat qu'on a pris pour un tigre que de se faire dévorer. Et donc, il a appris à fonctionner comme ça depuis des milliers d'années, depuis Lucie jusqu'à l'Homo sapiens qu'on est aujourd'hui, de prendre des décisions rapidement, quitte à s'éloigner un tout petit peu de la logique ou de la rationalité. Et donc ça, pour ça, il se base sur un système, que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui s'appelle le système 1. C'est un système de pensée qui nous permet de prendre des décisions extrêmement rapidement. Des décisions rapides, instinctives, pour justement la survie. Et des décisions basées sur des automatismes. Des automatismes qu'on développe avec l'expérience. Plus on va faire face à des expériences, plus on va apprendre à créer des traces dans la neige. C'est-à-dire que quand on est enfant, on arrive, on a une piste vierge et on peut créer toutes les traces qu'on veut. Et puis ensuite, en grandissant, on va apprendre, on va créer des traces et on va emprunter souvent le même chemin. Et ces traces vont nous permettre d'avoir des comportements automatiques. C'est-à-dire que face à une situation, de savoir plus rapidement quelle est la décision qu'il faut prendre pour justement agir plus vite. Parce que l'objectif du cerveau, il est bien là, c'est de faire le moins d'efforts possible pour prendre des décisions, parce qu'il en a 35 000 à prendre dans la journée, et de les prendre le plus rapidement possible. Et c'est bien là son seul objectif. Mais son objectif, on l'a quand même dit, c'est de prendre des décisions qui sont adaptées à la réalité. Donc le but, c'est de prendre des décisions qui lui permettent d'agir dans cette réalité. Et de temps en temps, ces automatismes, ils vont conduire à faire des erreurs de jugement, ou des erreurs d'interprétation, de commettre des erreurs dans leurs décisions. Et ça, c'est ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ces biais, finalement, c'est un petit peu le pendant négatif de nos automatismes. Les automatismes, ils sont là pour nous aider, ils sont là pour notre bien. Mais de temps en temps, ils nous conduisent à agir un peu vite et à commettre des erreurs. Donc c'est un peu un paradoxe de notre réalité, de la logique, au détriment de la réalité. Et ces biais, ça va être la sortie de piste. Ça va être, on a pris la décision trop rapidement, on a sauté à la conclusion avant même de se poser la bonne question. Et donc souvent, la solution qui est proposée par notre cerveau, la plus rapide, la plus instinctive, la plus adaptée à la situation qu'on est en train de vivre, c'est pas forcément la plus logique des décisions. Et ça, c'est un biais qui s'appelle le rasoir d'Occam, mais des biais comme ça, on en a plus de 250. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est équipe contrôle. Et donc, la thématique, moi, que je voulais aborder avec vous, c'est est-ce qu'il est possible de reprendre le contrôle de nos décisions? Est-ce que c'est complètement utopique ou est-ce qu'il y a une réalité là-dedans? On l'a vu, 99% de nos décisions sont inconscientes, donc on va me dire, impossible, vaut mieux lâcher prise. Et c'est vrai. Mais
on va voir également qu'on peut essayer d'adapter l'environnement pour essayer non pas de contrôler nos décisions, mais de prendre de meilleures décisions. On ne pourra jamais toutes les contrôler. On en prend 35 000 dans la journée, et la plupart, elles sont justement faites pour qu'on puisse se concentrer sur les décisions importantes, et le reste, il vaut mieux lâcher prise et ne pas contrôler ce sur quoi on n'a pas d'influence. Mais on va essayer de voir ensemble, est-ce qu'on peut quand même essayer de prendre de meilleures décisions. Alors déjà, on va se poser une question, qu'est-ce qu'une décision? C'est quoi une décision? Une décision, c'est juste un pari. C'est votre cerveau qui va comparer ce qu'il est en train de vivre à ce qu'il a déjà vécu et qui va essayer d'anticiper, de prédire sur le résultat en se disant « si je réagis comme ça devrait bien se passer, ça devrait être adapté ». Et donc, il ne fait après tout qu'un pari. Un pari basé sur quoi? En fait, dans notre environnement, il est riche, il est mouvant, il se passe plein de choses. On a de plus en plus de stimulation en plus. On a tout un tas de stimuli qui vont arriver dans notre environnement. Ça, on ne peut pas les contrôler. On ne peut pas savoir ce qui va nous arriver. On ne peut pas contrôler notre environnement et il vaut mieux pas essayer de le faire parce que essayer de tenter le contrôle absolu, c'est complètement vain. Donc, il vaut mieux pas essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de soi. Par contre, le but de notre cerveau, ça va être de produire des réactions adaptées à la réalité. Donc, notre réaction et notre décision, elle va être adaptée à un contexte. Si je vois le chat dans mon salon, je risque de moins paniquer que si je le vois en plein milieu de la jungle. Et il va être adapté à l'humain qui prend la décision. L'humain qui a ses propres expériences, ses propres croyances, ses propres automatismes, ce qu'on appelle des modèles mentaux. Et ces propres modèles mentaux vont conditionner la façon dont on réfléchit et dont on décide. Et donc, si on ne peut pas contrôler la décision elle-même, en tous les cas, notre décision va être très rapide, souvent instinctive, souvent inconsciente, 99,74% du temps inconsciente. On peut quand même essayer de transformer le contexte et l'environnement dans lequel on va la prendre pour essayer de l'influencer. Alors, si je reviens à mon exemple de mon cookie, parce que je me suis beaucoup creusé la tête sur la question, je sais que quand je suis face à un cookie et que j'ai faim, je vais avoir tendance à vouloir le manger. Ça, je peux pas lutter contre. Par contre, ce que je peux faire, c'est décider de changer le contexte. Ce que je peux essayer de faire, c'est de ne jamais aller faire les courses l'estomac vide, parce que je sais que comme ça, j'arriverai à un peu mieux contrôler mes pulsions. Ce que je peux faire, c'est faire une liste de courses, hyper à tête reposée, à froid. Je fais ma liste et je ne vais acheter que ce dont j'ai besoin pour être sûr de ne pas avoir le cookie dans le placard. Je ne pourrais pas y céder. Ce que je peux faire, c'est trouver des alternatives, c'est-à-dire essayer de me mettre au fourneau et de trouver des recettes de cookies qui sont un peu plus healthy, qui me permettent de me faire plaisir tout en respectant mon régime. On sait de toute façon que le cerveau va essayer de prendre les décisions les plus rapides et celles qui vont lui demander de faire le moindre effort. Donc pour ça, on peut essayer de l'aider en contraignant le contexte et en ritualisant et automatisant certaines décisions. Des petites décisions qui ne sont pas très importantes. Parce qu'on l'a vu, quand on doit prendre trop de décisions, si à chaque décision on devait pondérer le pour, le contre, finalement on ne ferait plus rien du tout, on serait complètement inhibé à se dire finalement je ne fais plus rien de peur de mal faire. Donc finalement, il vaut mieux essayer de ritualiser, d'automatiser certaines petites décisions pour essayer de pouvoir contrôler certaines grosses décisions qui auront des impacts parce que justement, on n'aura pas cette fatigue décisionnelle, on aura encore de l'énergie mentale pour aller se poser les bonnes questions sur les grandes décisions. Et donc ça, transformer le contexte, on peut le faire de plein de façons. On peut le faire, comme je disais, en ritualisant. Donc les rituels, ça peut être, moi je sais que je coupe mon ordinateur à certaines heures de la journée pour être sûr de ne pas avoir de notification, pas être dérangé et être justement concentré sur ce que je suis en train de faire. Ce qu'on peut faire, c'est décider, je n'emmène pas mon ordinateur pendant les vacances, je ne prends uniquement un bouquin, comme ça je suis sûre que je vais pouvoir me déconnecter. Ou avoir de la méthode, c'est-à-dire je vais créer une checklist décisionnelle quand je veux décider, par exemple pour des choses qui ont des forts enjeux, un entretien d'embauche ou quelque chose, je vais aller mettre tous les critères de décision qui sont importants pour moi et je vais être sûre de répondre à toute cette checklist et de ne pas prendre la décision basée sur mes instincts, ou en tout cas de repousser un maximum mon intuition et de me servir de mes émotions comme un guide et donc comme la seule réponse qui est produite par mon système décisionnel. Ou dernière solution, je peux faire appel au collectif, ce qu'on appelle la sagesse des foules. Je peux décider que quand il y a des décisions importantes, je ne les prends pas seule. Et que je vais essayer de recueillir un maximum d'avis, un maximum de points de vue, justement pour essayer de limiter un petit peu mes biais. Deuxième chose, on peut du coup essayer d'influencer le contexte pour contraindre nos décisions, ou en tout cas aider notre système décisionnel à prendre de meilleures décisions. Deuxième chose sur laquelle on va pouvoir agir, c'est l'humain. Là, vous me voyez venir, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus évident. Mais pourtant, Bouddha disait « Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde ». Effectivement, pour reprendre le contrôle de ses décisions et apprendre à penser autrement, ça va demander beaucoup d'efforts parce qu'il va falloir apprendre à résister à ces automatismes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un système 1 qui nous permet de réagir très rapidement, de nous adapter à la réalité, mais on a également un deuxième système,
Ce deuxième système, ça s'appelle système 2, original. Et ce deuxième système, lui, il est plus lent, plus réfléchi, et il nous permet de prendre des décisions éclairées. Je vous ai dit éclairées, pas dit rationnelles, on a vu que la rationalité, c'était pas fait pour l'humain. Mais en tout cas, des meilleures décisions, des décisions éclairées. Et donc, tout l'enjeu, il va être où? L'enjeu, il va être d'essayer de résister à nos automatismes, de résister à notre système 1, pour laisser le temps à notre deuxième système, le système 2, d'agir. Et ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un troisième système magique, qui s'appelle le système 3. Et ce système 3, lui, il va inhiber le système 1 et permettre au système 2 de laisser le temps d'agir. Et quand est-ce qu'il va faire ça? On a dit que le but de notre cerveau, c'était quoi? Prendre des décisions adaptées à la réalité. Donc notre système 1, il va proposer une solution très rapide qui semble adaptée à la réalité. C'est ce qu'on appelle la présomption de rationalité. Et puis dans certains cas, votre cerveau, il va voir la solution proposée rapidement, puis il va avoir un doute. Il va se dire, ça ne m'a pas l'air d'être la meilleure des solutions, celle-là. Et du coup, on va inhiber cette première réponse qui est rapide et on va essayer de faire agir notre système 2 pour avoir le temps de réfléchir et de pondérer la décision. Et bien, c'est ce qu'il va falloir faire. Finalement, la meilleure arme pour reprendre le contrôle de vos décisions, ça va être d'éveiller son esprit critique et de cultiver le doute. Justement, laisser faire naître le petit doute, comme on l'a fait aujourd'hui, à se dire « Ah, elle nous monte un caillou dans un mur, il doit y avoir un loup dans cette histoire ». Éveiller le doute pour justement se laisser le temps d'hypothèses contraires, d'aller voir d'autres points de vue, d'aller questionner les a priori et les postulats qui sont la base de votre réflexion, pour se dire je déciderais comme ça, moi je ferais bien ça, mais peut-être que ce n'est pas la meilleure des solutions. Et donc, s'entraîner à résister. Et donc, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est développer votre esprit critique et, comme on l'a déjà vu, considérer qu'il n'y a pas une réalité, mais des réalités. Je vais juste du coup vous tester pour voir si vous avez compris cette capacité à résister à vos automatismes et à éveiller votre esprit critique avec un exemple. Et vous allez me dire si c'est une info ou une intox. La Suisse a le plus grand nombre de prix Nobel par habitant. La Suisse a aussi la plus forte consommation de chocolat par habitant. Donc, conclusion, manger du chocolat pour devenir prix Nobel. Est-ce que vous pensez que c'est une info qui est issue d'un vrai article scientifique ou que c'est une intox? Qui dit que c'est une intox? Vous levez la main. Tout le monde pense que c'est faux. Eh bien, figurez-vous qu'il y a bien un article qui a été publié en 2012, un article scientifique dans un journal, en plus un bon journal, qui a publié cette corrélation. Et en fait, eux-mêmes, les scientifiques eux-mêmes, ont été biaisés. Évidemment, c'est faux. J'ai essayé de manger du chocolat, je n'ai pas encore eu le prix Nobel. Et ils ont fait face à ce qu'on appelle l'illusion de corrélation, c'est-à-dire une corrélation tellement forte qu'ils étaient persuadés qu'elle était forcément réelle, mais c'est croire en la causalité de deux événements qui en fait qui ne sont absolument pas liés. Tout ça pour vous dire que même quand on essaie de lutter contre ces biais, finalement, c'est pas toujours évident de résister et que ça arrive finalement à tout le monde. Donc, ma conclusion, et je m'arrêterai là, si vous deviez retenir une seule chose de mon intervention, c'est éveiller votre esprit critique, cultiver le doute, essayer d'éveiller votre curiosité un maximum pour essayer de résister à votre automatisme et puis surtout de considérer d'autres prismes de point de vue. Et si de temps en temps, comme Olivier Sacks, ça doit vous pousser à considérer votre femme et à prendre votre femme pour un chapeau, et bien finalement, c'est peut-être un pas de côté qui va vous permettre de prendre de brillantes décisions. Merci beaucoup.